C'est un immense plaisir pour moi d'avoir comme invité aujourd'hui René Querung. Bonjour René Querung. Bonjour. Bonjour, alors immense plaisir de vous revoir. Cet après-midi, nous nous rencontrons dans le cadre du 5e concours Svatlanov qui sera dans la finale et le 5 juin avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, dont vous êtes le directeur artistique de ce 5e concours. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire? Est-ce que vous êtes le directeur artistique depuis la création de ce concours et comment il a été créé? D'abord, ça tourne autour d'un chef d'orchestre célèbre qui s'appelle Svetlanov, Evgeny Svetlanov, qui était le patron du Bolchoï pendant très longtemps, un chef d'orchestre russe, qui est mort en 2002 et qui, dans son testament, a demandé à ce que l'on crée un concours de chefs d'orchestre pour les jeunes chefs d'orchestre, pour les lancer dans la carrière mondiale. Nous avons fait ça avec Marina Bauer, qui était la personne qui a hérité de cette charge, si on veut, de le faire, et de Nina Svetlanova, qui était l'épouse de M. Svetlanov. En 2002, nous avons décidé donc de faire quelque chose un peu plus tard, en 2007, le premier concours qui était à Luxembourg, sous le patronage du Grand-Duc. Ensuite, nous sommes allés à Montpellier, puisque j'étais au directeur au festival. Nous avons accueilli le concours, puis Radio France, pendant 2 fois de suite, l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Et cette année, avec une année de retard par cause du Covid, nous avons pu le faire avec l'Orchestre Philharmonique de Monaco, Monte-Carlo, que nous retrouvons donc en juin de cette année. C'est un concours qui est dirigé par Mme Bauer et par les personnes habituelles, et moi comme directeur artistique, et un jury que chaque année nous changeons, qui représente en général un grand chef d'orchestre, comme Nemeyer cette année, comme Panula, comme des directeurs d'orchestre, aussi des managers des grandes formations symphoniques dans le monde, et des artistes qui viennent, comme le premier violon de l'Orchestre Philharmonique de Berlin, M. Kajimoto, et le directeur de l'orchestre de Monte-Carlo, M. Yamada. Donc c'est un concours international. Ah oui, et qui a réuni, comme chaque année c'est après la même chose, c'est entre 350 et 450 candidats qui viennent, cette année ils sont venus de 50 pays différents, ce qui est évidemment encourageant, mais qui est un autre problème, c'est le problème de voir comment on peut s'expliquer, s'écouter et se rencontrer. Alors ça se passe en vidéo? Ça se passe avec des vidéos. C'est la première fois que ça se passe en vidéo. Autrefois, c'est des vidéos qu'on m'apportait à la maison, mais là, c'est Internet, c'est plus simple quand même de nos jours. Ça évite les problèmes de transport et de poste. Et il y a donc à peu près 350 heures ou 300 heures de vidéos à regarder. Ça, c'est ma tâche. C'est-à-dire, je regarde tout cela et j'en extrais, pour utiliser le terme, entre guillemets, j'en extrais une vingtaine de candidats, c'est-à-dire 18 candidats qui vont se présenter devant l'orchestre pendant une semaine. Et de là, on passe la première épreuve à 18, la seconde à 8 et la finale à 4, avec des programmes qui sont différents et qui sont très exigeants. Un programme avec soliste cette année, ce sera le violoncelle solo de l'orchestre qui jouera 2 partitions écrites pour violoncelle et orchestre, et pas des plus commodes, chez le de Bloch et le Don Quichotte de Richard Strauss. Et la 3e épreuve, qui sont des œuvres qu'on propose aux lauréats de choisir parmi une douzaine d'œuvres, des œuvres symphoniques. Douzaine d'œuvres que vous imposez. Oui, et il choisit là-dedans 3 symphonies, dont le jour du concours, où il sera devant l'orchestre, on lui dira soit cette œuvre-là ou cette œuvre-là, etc. Ce qui est plus 2 œuvres, une œuvre de Svetlanov. Chaque année, il y a une œuvre symphonique de Svetlanov, et là, c'est les Tableaux d'Espagne, qui est une œuvre assez importante, qui est une symphonie espagnole. Ça, c'est extraordinaire de la part d'un Russe. Et une œuvre écrite spécialement pour le concours de musique d'aujourd'hui. Voilà. D'accord. Qui est écrite de qui? C'est pas moi. Oui.
La première fois, j'ai accepté d'écrire quelque chose, une pièce de 6 minutes, et qui cumule les problèmes du chef d'orchestre. Que l'on peut rencontrer en tant que chef d'orchestre. Pas tellement des musiciens, mais du chef d'orchestre. Et alors, quels sont-ils? Ah non, mais ça, je ne vais pas leur dire, ils nous le découvriront. Non, non, il ne faut pas. Ils le découvriront, ils verront bien. Ils se débrouilleront comme ils veulent. C'est-à-dire, c'est déjà pas une romance agréable qui dure 6 minutes. Il y a des pièges. Ce qui n'est pas simple, parce qu'on leur donne la partition 1h30 avant de se retrouver devant l'orchestre. Donc, ils ont 1h30 pour comprendre et savoir comment faire. Mais ça, c'est la vie. Hein. Ça, c'est pas uniquement une partie de plaisir. C'est aussi parfois un peu difficile. Alors, quand vous avez regardé, vous les avez regardés, ces 340 vidéos? Oui. 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 C'est pas simple. Alors évidemment, on m'a dit, mais pourquoi ne pas partager entre 2 personnes ou 3 personnes? Le problème est tout à fait simple. J'ai vu dans d'autres concours où effectivement les choix ont été faits par 2-3 personnes qui ont choisi parmi les candidats. Les candidats m'ont dit, mais si vous m'aviez eu, moi, je vous aurais peut-être plu. Je vous aurais peut-être pu avoir avec vous l'accès à la finale. Là, la personne qui m'a regardé moi estime que non, mais vous aurez... Alors je dis oui, c'est vrai. Donc il va bien quelqu'un se charge de le faire une fois pour toutes. Rester dans la fidélité finalement de la sensibilité oui, c'est une idée, en fait. une idée de ce que l'on cherche et non pas des idées. Parce que je sais que des amis à moi qui font partie parfois des jurys ou des choses comme ça me disent, mais moi j'aime beaucoup les chefs d'orchestre qui remuent ou les chefs d'orchestre qui parlent à l'orchestre. Et là, pour rester fidèle à Svetlanov... Alors donc, voilà, est-ce qu'on a le droit de dire? Oui. Et Svetlanov a toujours dit, je n'aime pas beaucoup les chefs d'orchestre qui parlent à l'orchestre, parce qu'ils ne sont pas là pour expliquer à un musicien comment faire marcher son instrument, puisque de toute façon, le musicien de l'orchestre le sait mieux que le chef d'orchestre en général. Donc, il faut seulement lui faire comprendre quelle est l'émotion qu'il faut provoquer à un musicien, au corps, ou au violon, au violoncelle solo, l'émotion qu'on recherche. Mais lui expliquer l'émotion qu'il peut faire sur son instrument, c'est pas la peine. Lui, il le sait mieux que vous, de toute façon. Donc, ça, c'est une chose importante. Moi, je suis pour les chefs d'orchestre qui ne parlent pas à l'orchestre. Enfin, ils parlent le minimum. Et Svetlanov était un exemple type de cela, parce qu'il était... Vous savez, à la campagne, on appelle ça un taiseux. C'est un monsieur qui n'est pas exubérant dans la parole, qui est un monsieur qui est sérieux et qui pense que rien que le fait de ce qu'il exprime lui, avec ses mains, avec ses yeux, avec son allure, peut exprimer le sentiment qu'on recherche chez le musicien, chez l'orchestre, comment ça doit sonner. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux que le jury soit quand même relativement d'accord aussi par la suite, quand il est en face des candidats, sur ce qu'il recherche. Il y a aujourd'hui, il y a des chefs d'orchestre célèbres aujourd'hui qui sont un petit peu dépités de voir qu'une mode s'installe chez les chefs d'orchestre. Et c'est vrai que au cours des années, oui, il y a des modes qui sont installées. Au cours des années, il y a des chefs d'orchestre. Moi, j'ai connu encore un très grand chef d'orchestre qui dirigeait avec une baquette grande comme ça, dans un cercle de 10 sur 10 cm. Alors que des chefs d'orchestre ont la mode de diriger maintenant, parfois, c'est des parties de kung-fu auxquelles on assiste, qui sont très spectaculaires au niveau gestique. Il y en a qui dansent. Il y a des chefs d'orchestre qui ont d'ailleurs parfaitement réussi à communiquer ce qu'ils voulaient en dansant pratiquement. C'est curieux. Puis il y a d'autres chefs d'orchestre qui ont créé une mode, parce que je m'aperçois qu'il y a une mode. Herbert von Karajan, par exemple, dirigeait les yeux fermés, il faisait relativement peu de gestes, mais c'est vrai que ce qu'il faisait les yeux fermés, ce qu'il faisait avec ses mains, devenait lisible, immédiatement. Et on voit ça parmi les jeunes chefs d'orchestre, on voit des gens qui ont adopté cette technique qui consiste à... Quand c'est lent, pianissimo, ils regardent le ciel. Mon Dieu, j'espère que le ciel les inspire, parce que le musicien, lui, en face, il est quand même pas forcément au courant de ce qu'il veut dire. Donc, il y a des modes qui s'installent. Et est-ce que ça, c'est une liberté qu'on laisse dans un concours? Oui.
Mais vous savez, c'est extrêmement simple. Si ça ne marche pas, c'est que la liberté n'a pas à être là. Oui. Parce que la réalité extrêmement complexe du métier de chef d'orchestre, c'est qu'avec les mains, avec les yeux, on est obligé de faire une chose pour que le musicien sache où il en est dans la partition. Mais aussi, et c'est là où ça devient complexe, non seulement à quel endroit de la partition il se trouve et qu'il ne soit pas une mesure ou deux mesures en avance ou en retard, mais qu'il soit exactement en concordance avec l'émotion que l'autre, celui qui est devant lui, essaye d'obtenir de 90 musiciens en même temps. Moi, je me souviens que j'ai fait des concerts parfois avec des musiciens qui ne sont pas de la musique classique, qui sont du jazz ou qui sont même de la musique de variété, et avec un grand orchestre symphonique norvégien qui n'avaient jamais vu, ils n'en sont pas revenus que 90 musiciens ou 97 musiciens puissent jouer parfaitement ensemble. C'est un mystère. C'est une magie, ça. Mais ce mystère-là, il est dans la gestique et dans la présence. Et c'est ça qui fait un grand chef d'orchestre. Et c'est ça qu'il faut détecter dans les 350 vidéos que j'ai vues. Alors comment on peut voir ça dans une vidéo? Techniquement, c'est simple, vous le mettez sur Internet. Oui, non, mais ça, bien sûr, c'était pas ma question. Le problème, c'est... Comment on arrive à déterminer, en fait, toutes ces... C'est terrible, parce que je veux dire, ce qu'on ne peut pas faire. Par exemple, j'ai vu des candidats qui m'ont envoyé une vidéo où il y en a très peu, hein, 2 ou 3, une vidéo où ils sont de dos à 30 mètres, que je vois de dos à 30 mètres, je ne vois rien de ce qui se passe, de comment ils font, puisque je ne vois rien. Et là d'autres, on voit les visages, les mains, tout ça, c'est parfaitement bien filmé. Il n'y a qu'une chose, il y en a très peu aussi, mais il y en a, où le son, et le micro a été placé du côté des timbales, mais chaque fois que le timbalier joue, on n'entend que lui. Donc on ne sait même plus ce qu'il joue, parce qu'on entend bam, 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 c'est tout. Donc il faut, ce qu'il envoie, la vidéo doit être quelque chose où on voit ce candidat à la direction d'orchestre, son visage, ses mains, l'émotion qu'il essaye de faire partager aux musiciens, et le son qui est la preuve qu'il est arrivé. Et ce son, évidemment, demande une bonne prise de son. Donc tout est un peu complexe. Et puis c'est même aussi contraignant techniquement aussi pour le oui. Parce que c'est peut-être pas son oui. milieu. Alors il y a des concours de chefs d'orchestre qui se font où on sépare les candidats avec 2 pianos par exemple. Pour éviter d'avoir à envoyer des vidéos. Là on fait 2 pianos en direct, ils dirigent 2 pianos. Mais le problème que c'est bon pour savoir si ça marche, mais c'est pas bon pour savoir ce qu'ils essayent de faire, parce que entre 8 corps qui jouent ensemble dans Gustav Mahler et qui sont réduits à 2 pianos qui font les notes, ce n'est pas du tout l'émotion, la même émotion, c'est tout à fait autre chose. Donc tout ça est extrêmement complexe. Le chœur aussi est une chose qui ne doit pas se mélanger à l'orchestre. Il faut que pour cette épreuve-là, il faut que l'orchestre soit seul face à cette espèce de magicien, flic, policier de la route, parce que c'est tout en même temps. Parce qu'il faut que l'indication dise attention, pas au-dessus de 80 à l'heure ici. Hein. Mais j'ai vu des choses qui sont stupéfiantes parfois, et qui ne sont pas forcément ratées, qui sont des choses qu'il faudrait, si on pouvait développer peut-être un peu plus ou un peu moins, certaines intentions des candidats, ça pourrait être parfait. Vous avez des belles surprises aussi. Oh, écoutez, franchement, je vais vous dire une chose. C'est très sincère ce que je vais vous dire. Je n'ai jamais cru que j'allais avoir autant de candidats aussi inspirés. Ça m'a vraiment fait. En plus de ça, il y en a une chose très drôle. Il y a un chef d'orchestre qui l'a fait, ça m'a rendu joyeux. Moi, je ne suis pas franchement d'un tempérament extrêmement joyeux, je saute pas en l'air. Mais là, pendant toute la matinée, j'étais... D'accord. Ah, je trouvais ça formidable, extra, et ça me faisait rire en plus, parce que c'était tellement surprenant d'un coup de voir dans cet assemblage de vidéos un jeune homme qui était là, avec complètement délirant. Et lui a été sélectionné? Oui, bah, évidemment. Quelqu'un qui vous amène une émotion pareille, vous ne pouvez que le... Vous avez même envie d'aller beaucoup plus loin, vous avez envie qu'il ne soit le seul à être sélectionné, puisqu'il est subitement tellement extra. Vous savez, des grands chefs d'orchestre, par exemple Bernstein, ou des grands chefs comme Karajan, ou des gens tout à fait différents comme Haïti, ou des gens comme ça, ce sont chaque fois des moments de grâce, parce qu'ils arrivent à vous donner
une symphonie de Brahms ou de Beethoven ou de Stravinsky, il vous arrive à vous la donner dans un état parfait. Exactement qui vous emmène là, qui vous emmène vous, là où lui veut vous emmener. Ça, c'est un vrai miracle. Et c'est pour ça qu'il n'y en a pas 4000. C'est pour ça qu'on parle de ces gens, parce que ce sont des phénomènes musicaux. C'est comme si c'était les plus grands chanteurs du monde, quoi. Ils arrivent avec un geste, ils arrivent à ce qu'un autre fait avec la voix. Oui. Ils arrivent et vous êtes là et vous en rêvez. Et ce sont des émotions qui, en plus de ça, touchent tout le monde. Et c'est ça que je trouve un peu dommage, c'est que les gens ne soient pas suffisamment dans les salles pour entendre cette émotion, parce que tout le monde est sensible à ces émotions-là. Et ce qui est peut-être aussi dommage, c'est que de voir souvent les orchestres dans des fosses, et de ne pas voir le directeur musical, ou à moins d'assister vraiment au concert symphonique philharmonique, mais dans un opéra. Oui. Impossible, il suffit de se mettre au dernier rang, au balcon en haut, tout en haut, vous voyez. C'est là où sont ces spécialistes, vous savez. D'accord. Ah oui, les gens en Italie, on sait très bien que ceux qui jugent le chef d'orchestre et l'opéra en question, ils sont en haut. Ce sont ceux qui sont les plus dangereux, hein. Comme à Toulouse autrefois, par exemple, où ils étaient tellement hauts qu'ils étaient plus au bistrot que dans la salle. Mais enfin, ils étaient en haut. Ouais. Ils voyaient en haut tout ce qui se passait. Mais ils étaient mieux pour juger le chanteur et pas le chef d'orchestre. Oui. D'accord. Alors, donc cette finale, donc il y a avoir 3 jours. Il y a 3 jours. Oui, voilà. Pour les 18, il y a 2 jours déjà, parce que ils ont des pièces courtes, 20 minutes. Ils ont 20 minutes et ils choisissent des œuvres qui sont un peu compliquées techniquement. Ce sont des œuvres célèbres en général, mais qui sont connues par les chefs d'orchestre comme étant du... Il faut faire attention, hein. Le scherzo de la 3e visite de Tchaïkovski, l'ouverture de la flûte enchantée, la Reine Mab de Berlioz, des choses comme ça, c'est... Il faut avoir un certain culot pour dire je vais diriger ça, parce que tout le monde vous attend, le public et l'orchestre. Et 20 minutes, c'est court? C'est long, c'est suffisant. Vous savez, 3 minutes, c'est suffisant pour détruire quelque chose, comme 3 minutes c'est suffisant pour immédiatement provoquer quelque chose, une émotion quelconque. C'est pas la durée qui est... évidemment, ça dépend de l'œuvre. Si c'est une chose qui... J'ai remarqué une chose très étonnante, c'est qu'énormément d'œuvres, je n'avais pas remarqué toute ma vie, je n'avais pas remarqué que certaines grandes œuvres, la plupart des grandes œuvres, commencent par une chose très calme, tranquille, piano, très calme, lente, et c'est qu'après que ça se déclenche. C'est très... J'avais jamais remarqué ça. C'est pour faire monter l'émotion? Oui, c'est pour amener quelque chose. Si vous commencez tout de suite à rentrer dans l'art, là, tout le monde fait comme ça. Bien sûr. Mais j'ai remarqué ça parce que les chefs, ils ont tous compris ça. Là, c'est quand les vidéos qu'ils m'envoient, c'est leur choix de ce qu'ils ont dirigé quelque part. Donc c'est leur choix. Qu'ils pensent maîtriser. Oui, qu'ils pensent maîtriser, bien sûr. Mais donc ça, c'est les 2 premiers jours. Et alors, donc le jury se réunit le soir? Comment ça se passe pour sélectionner les... Ah oui, au bout de... Il y a 3 séances, hein, parce qu'ils sont 18, ça fait 3 fois 6. Oui, on regarde. À chaque fois, on dit par groupe, là, les 6, ceux-là, c'est pas mal, ceux-là, c'est ça. Ça, on voit tout de suite le goût du jury. Voilà. Parlons 2 minutes du jury, parce que c'est très important. Oui. Le jury, c'est un chef d'orchestre, évidemment, un président qui est chef d'orchestre, une chose comme ça, 2 chefs d'orchestre, 3 chefs d'orchestre. Des managers. Ce sont des gens qui sont directeurs artistiques des grandes formations d'orchestre du monde entier, de Boston, de New York, de Berlin, etc. C'est important. C'est important pour la suite de l'épreuve, parce que c'est eux qui vont ouvrir la porte et l'accès à leur orchestre. Mais c'est aussi important parce qu'ils ont parfois un point de vue qui n'est pas uniquement celui de l'artiste. Parce qu'eux, ils ont un point de vue, comment dire, pour savoir ce qui peut ou ne pas marcher. C'est comme ça, ce sont les hommes comme les autres. Et des artistes qui sont pianistes ou qui sont chanteurs, une chose comme ça, c'est aussi important dans un jury. Parce qu'eux vivent parfois avec ces chefs d'orchestre et ne s'entendent parfois pas du tout avec le chef d'orchestre. Donc ils ont une idée de ce que ça doit être pour leur métier, pour leur part.
pas un chanteur ou un pianiste, il y a des choses qui sont obligatoires pour un chanteur. La respiration et beaucoup de choses comme ça. Le tempo. Il existe un célèbre film où Bernstein se grippait avec la chanteuse, qui est une très grande chanteuse d'opéra, parce qu'elle dit ah non, pas ce tempo-là, je peux pas. Non, humainement, c'est pas possible. Et Bernstein dit mais on essaie, elle dit toujours pas, c'est toujours trop vite, mon vieux, toujours trop vite, devant tout le monde, la répétition. Donc on voit, c'est des choses, donc il faut, dans les jurys, il faut un interprète, or, qui n'est pas un chef d'orchestre, qui est un des solistes. C'est important parce que c'est une autre pratique de l'émotion, hein, tout à fait. Bien sûr. Et puis là, par exemple, j'ai vu, il y a une vidéo d'un chef d'orchestre qui est avec un pianiste qui joue troisième de Prokofiev. Mais alors, à une vitesse, mais c'est fabuleux. Et l'œuvre devient une explosion de joie. C'est assez curieux. Et ça, c'est avec un soliste. Si celui-là reproduit ça pendant un concours, par exemple, si on avait choisi un pianiste, on a choisi un violoncelliste, qui est formidable d'ailleurs. Il joue des œuvres il faut que le chef d'orchestre s'adapte au soliste, et pas l'inverse. Hein. Le soliste est toujours prioritaire, parce qu'il y aura des problèmes techniques à un moment donné, où le chef d'orchestre, lui, il fait comme ça, mais l'autre, il a du boulot, lui. Donc, il faut que le chef d'orchestre s'accorde avec un soliste. Et ça, c'est une épreuve aussi qui est importante. Que ce soit un chanteur, un violoncelliste ou un pianiste, ils ont tous leurs exigences. Alors, si le choix est difficile à faire dans le choix du lauréat, comment ça se passe? Il y a quelqu'un qui prend la décision? Comment ça se Président du jury. Président du jury. Je n'aime pas beaucoup qu'il ait une double voix. Je ne trouve pas ça normal. Mais le président du jury va décider quand même. Il faut que tout le monde... Ça en général, on s'accorde. On s'accorde avec le président du jury. D'abord, c'est un monsieur qui demande le respect. Parce que c'est quand même quelqu'un qui est vraiment, vraiment en première ligne. En général, c'est un chef d'orchestre célèbre. Donc, on ne mégote pas. De temps en temps, il y a eu des moments où c'était un peu agité. Un peu tendu. Ah oui, tendu non, agité. Oui, il y a même des noms d'oiseaux qui ont volé parfois. D'accord. Ah bah oui, parce qu'on se connaît tous. Il faut être une petite mouche. Dans les jurys, on se connaît tous. Hein. On n'est pas forcément copains non plus, mais on se connaît, on a travaillé ensemble, on sait ce que c'est. Donc on peut se permettre de dire, même à un grand chef d'orchestre. Et alors, une fois que le lauréat est décidé, qu'est-ce qui se passe alors, autant pour le lauréat que pour les jurys? Tout à la fin? Oui, tout à la fin. On lui remet un chèque, ce qui est toujours agréable. D'accord. Et puis après, on lui proposera des concerts. D'accord. On lui proposera l'accompagner. Ah oui, il ne faut pas les lâcher. Quoique, il y en a qui s'échappent. Ils ont raison d'ailleurs. Pourquoi ils ont peur? Non, parce qu'ils ont leur combine à eux. D'accord. Il y en a qui s'échappent. Non, il y a des... Ce n'est pas parce qu'il a, par exemple, le premier prix, par exemple, une chose comme ça, qu'il fera forcément une grande carrière. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est pas nous qui décidons, c'est le public qui décide. Parce que le public est jury aussi. Pour la dernière, oui, il a un prix du public, oui. Mais dans l'avenir, je veux dire, la poursuite après l'épreuve, ce n'est pas le jury qui a décidé la carrière de cet homme ou de cette femme. Ce sera le public qui le fera. Bien sûr. Donc, nous, on ne peut que le mettre sur la piste. Parce qu'il y a eu des surprises dans un sens et dans l'autre. Au deuxième concours, il y a eu un jeune chef d'orchestre, Andris Poga, qui était tout à fait étonnant parce que j'ai vu rentrer sur scène à la finale un ours, comme ça, un jeune homme, costaud, pas large, haut. Je dis, pouh, c'est rare. Et absolument formidable, qui avait une espèce de puissance dans le geste, qui tirait de l'orchestre. Mais en faisant rien, il tirait de l'orchestre des sons et des ensembles qu'on n'avait pas entendus pendant toute la semaine. Et qu'il a eu le prix. Et maintenant, il fait une carrière. On l'aide un peu. Enfin, pas on.
les agents, les managers, les gens comme ça, les confrères aussi, l'aident un peu au début, mais ça roule tout seul. Et c'est formidable de voir ce garçon invité par les grands orchestres de la planète. Qui fait des grandes œuvres, qui fait des grands opéras, qui fait des grands concerts. Et puis on a vu des gens qui avaient fait un concours très brillant, qui avaient beaucoup d'allure, ne jamais rien faire par la suite. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. C'est pas un jury, c'est pas un prix, c'est pas une médaille qui fera. Bien sûr, évidemment. Mais nous, on est là. Ce concours est là pour détecter des gens qui ont la possibilité, peut-être, d'avoir ces médailles, d'avoir cette réputation, d'avoir ce bonheur d'être un grand chef d'orchestre, un grand pianiste, pareil pour les autres concours de piano. Et quand on parle de chef d'orchestre, est-ce qu'on parle de chef d'orchestre hommes et femmes aussi? Oui. Alors ça, c'est un débat. Non, c'est juste une question, c'est pas un débat. C'est un débat tout à fait intéressant. Et mon ami Emmanuel Krivine a toujours répondu la même chose. Il a dit, quand une femme a du talent, elle est quand même beaucoup mieux qu'un homme qui n'en a pas. Et, et quand une femme n'a pas de talent, elle est quand même moins bien qu'un homme qui en a beaucoup. Okay. C'est tout. C'est tout. Là, il y a eu combien dans le candidat, il y a eu sur les 350 parité, personnes. Hein. C'était pas la parité. Ah non. Non. 384. Il y a eu 40 oui, voilà. Une chose comme ça, 40 femmes. Je trouve ça déplorable, mais ce n'est pas... Est-ce que ça augmente par rapport aux années précédentes? Oui, voilà. voilà. Donc ça, c'est voilà, ça augmente, vous savez, depuis le début du XXe siècle. Il y avait des femmes, de rares femmes chefs d'orchestre au XXe siècle. Il y en a eu vers la fin de plus en plus, et puis au début du XXIe siècle, il y en a de plus en plus. Maintenant, il y a encore une chose, je ne sais pas si c'est de la timidité de la part des femmes, parce que des violonistes, des pianistes, il y en a, alors là, c'est exactement le même niveau, si c'est pas mieux. Vous voyez. Moi, je vois des orchestres, dans ces vidéos, j'ai vu des orchestres que je ne connais pas, puisque ce sont des orchestres que les candidats ont en Azerbaïdjan, ou je ne sais pas, en Corée. Mon Dieu, il y a 80% de femmes dans les orchestres. C'est assez encourageant. Parce que moi, je suis d'une époque où la Philharmonie de Berlin a refusé la clarinette solo engagée parce que c'était une femme. Et oui, au début du XXe siècle, Gustav Mahler a imposé une harpiste, une dame à l'orchestre. La Philharmonie de Vienne ne voulait pas. Elle a arrêté la carrière assez vite parce qu'elle est devenue une grande femme écrivain. Elle a écrit des romans. Elle a des romans célèbres en plus. Donc, ça va s'arranger tout seul. Il y a encore de la résistance. Hein. J'entends parfois des réflexions. Elles sont en même temps bienvenues quand c'est des réflexions qui sont justes parce que la dame n'a pas de talent. Oui, évidemment, le talent est quand même le facteur... Mais je pense quand même qu'il y a plus de méchanceté vers une femme qui a raté quelque chose que vers un homme qui a raté quelque chose. Parce que le nombre de chefs d'orchestre hommes qui ratent des concerts, je peux vous dire qu'il y en a qui ne savent pas qu'il y a. Donc... mais c'est pas moins aperçu, peut-être. Mais on pardonne plus facilement un homme qu'à une femme. C'est logique. C'est logique. Alors, on va peut-être pas terminer cette interview sur ça. Non, mais non, parce que ça viendra avec le temps. Oui, ça viendra avec le temps. Oui. Vous savez, autrefois, il n'y a pas longtemps encore, il y a 2 siècles seulement, 2 siècles, les femmes n'avaient pas le droit de jouer de la flûte, elles n'avaient pas le droit de jouer de violon, elles avaient le droit de jouer du piano et de l'orgue, de la harpe, du clavecin. Pourquoi ? Parce que c'était un geste beaucoup trop érotique, la flûte. Ah bon ? Ah bah, demandez à ces gens-là, c'était interdit. D'accord. C'était interdit. Le violoncelle aussi, et la contrebasse, c'est très érotique. Vous vous rendez compte un peu ? Bon, le contrebasse, c'est de la prétention. Mais c'est vrai, le violoncelle, ça a donné des œuvres de peinture et de sculpture extrêmement parlantes dans ce domaine-là. Donc... et au cinéma aussi d'ailleurs. Donc c'est vrai, les femmes, elles vont avoir encore un petit peu de temps difficile, comme chef d'orchestre. Parce que, vous savez, c'est pas parce qu'il y a des hommes dans l'orchestre que c'est difficile. C'est parce qu'il y a des femmes aussi dans l'orchestre. Moi, j'ai entendu des réflexions. Vous assumez ce que vous dites, hein ? J'assume ce que je dis.
Écoutez, j'ai fait des concerts avec des orchestres, comme tous les grands orchestres symphoniques qui existent, avec des femmes, souvent 30 femmes dans l'orchestre. Il m'est arrivé de placer dans cet orchestre, à l'occasion d'un concert, une femme chef d'orchestre, qui ont fait des carrières. Et il y en a une, par exemple, que j'ai mis, qui a fait une carrière, vraiment. Quand elle est quand même une des chefs principales des plus grands opéras, femme formidable, qui dirigeait très bien. Après la première répétition, je me suis entendu dire par des femmes dans l'orchestre, Oui. Ah, vraiment, elle n'est pas terrible. Hein. Oui. Quelle autre idée va me dire, oui, c'est une bonne femme dans l'orchestre. Elle avait totalement tort, parce que c'était formidable, parce qu'elle faisait la fille. Alors, le concert l'a prouvé. Mais la relation entre femmes est compliquée. Entre femmes. Je confirme. Voilà, vous avez tout compris. Par contre, entre hommes et femmes, en général, ça se passe plutôt bien, quand une femme dirige. Et entre hommes et hommes, ça, on sait que ça se passe bien, ça ne peut pas être autrement, sinon ça barde. Sinon, on n'a pas encore trouvé le troisième sexe, comme disait Beauvoir. Donc, ça viendra, mais il faut de la patience. Il faut de la patience. Mais c'est vrai que c'est difficile pour une femme. Mais il y en a quand même... 40. Non, mais dans la sélection de la femme, il y en a quand même. Mais, oui. Il y a aussi, j'ai vu des dames dans les vidéos qui, rien qu'en arrivant, déjà, indisposaient tout le monde. Parce qu'elles étaient timides. Et qu'elles avaient très peu de moyens d'expression. Parce qu'un chef d'orchestre, c'est aussi un moyen d'expression. Oui. C'est savoir s'imposer aussi. C'est une façon de s'imposer. Évidemment, il y en a qui pensaient que s'imposer. Je parle des gens qui ont envoyé des candidatures, qui, en arrivant comme ça, qui croyaient que ça allait influencer l'orchestre. Les gars rigolaient comme des malades. Ils disaient, ouais, c'est ça, bonhomme, tu nous intéresses. Mais c'est pas. Mais il y a dans l'histoire des chefs d'orchestre, quand ils sont arrivés dans l'orchestre, qui faisaient une gueule, mais l'orchestre n'avait plus envie de jouer. Hein. Ah oui, qui étaient des gens. Ils donnaient l'image même de la personne méchante. Mais dès qu'il se mettait à diriger avec sa tête de méchant, ça marchait extraordinaire. Dans Mozart, c'était génial, c'était d'une beauté. Et ce type avait une tête et une façon de se tenir qui était. On devait se dire, non, là, chien. Ça doit être gai à la maison le soir. Mais, donc c'est pas ça le gars qui arrive souriant, drôle et tout, ça n'influence pas l'orchestre. L'orchestre en a vu d'autres. C'est uniquement dans l'émotion qu'il procure à l'orchestre et non pas à son miroir. Parce qu'il y a aussi ça, vous savez, les chefs d'orchestre qui sont appris dans le miroir. Ça se voit tout de suite. Vous savez que ça existe. Hein, des amateurs qui dirigent devant le miroir devant l'arbre à glace. Vous savez qui dirige l'orchestre, non? Vous connaissez pas ça? Non, non, vous n'imaginez pas ça? Je le découvre. Ah ben, il faut vous dire que ça existe beaucoup. Ça a existé beaucoup. Et bien ça s'aperçoit après. Parce que qu'il n'y a pas de correspondant en face. En face, ils ont leur image. C'est pas ça l'orchestre. L'orchestre est une matière vivante. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Si vous faites n'importe quoi, immédiatement, ça se sent. Il n'y a rien à faire. C'est une biologie, l'orchestre. C'est une chose fantastique. C'est une chose qui remue. C'est plein de microbes, c'est plein de choses. C'est pas une chose froide. C'est pas des hommes ni des femmes. C'est quelque chose qui est le son. C'est une chose. C'est le seul art où l'on se heurte à quelque chose qui est incontrôlable. La couleur, le pastel, le noir, le crayon, tout ça, l'écriture, tout ça, c'est contrôlable. Le son d'un orchestre, c'est une alchimie qui se fait d'une façon incompréhensible. Incompréhensible. Enlever le son à un enregistrement, ne regardez que le mec, vous dites, mais qu'est-ce qu'il fait, ce con? Mais qu'est-ce qu'il vous fait là? Et dès que vous ajoutez le son, ça devient, oh, le type, papa, je voudrais être comme lui. Moi, je me souviens, quand j'allais au concert, j'ai vu mes premiers sentiments. Furtwängler, le chef d'orchestre de légende, je l'ai vu quand j'étais petit. J'ai dit à mon père, papa, je voudrais être chef d'orchestre. Parce que c'était... Je ne comprenais pas ce qu'il faisait, le monsieur, mais c'était... Oh, le son avec. Évidemment, sans le son, il m'aurait dit, c'est quoi ce clown? Pas drôle. Mais avec le son, ça devient... C'est pas un mime.
Non, mais son son. Mais il y en a qui pensent que c'est un mime. Il y en a qui croient que leur métier, c'est de mimer ce qu'ils entendent. Or, pas du tout. Il faut qu'ils provoquent ce qu'ils entendent, et pas le mimer. Enfin, et ça, beaucoup de chefs d'orchestre expriment par leur physique ce qu'ils entendent. C'est pas ça. Il faut que leur physique fait entendre, et non pas... alors c'est drôle, parce que quand c'est lent, ils ferment les yeux. Alors on entend... Moi j'attends l'accord qui vient. Je dis, oula, il va mettre les yeux au ciel. Ça rate plus jamais. Il ferme les yeux, et puis tout... C'est... Merci beaucoup. Merci infiniment, René Kering.